Christmas. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur les sorties d'octobre. Il y en a eu pas mal, c'est pas le plus gros mois en termes de sorties. Pour le mois d'octobre, moi je me suis noté 26 livres. Une certaine partie de ces bouquins sont passés dans ma wishlist. Je n'en ai acheté qu'un seul sur les 26 pour l'instant. On attaque tout de suite avec une sortie chez Hachette Heroes. Donc c'est un livre de Alix E. Harrow qui a fait Les 10 000 portes de January ou Le temps des sorcières. Son dernier livre s'appelle Starling House. Je vous avoue, je l'ai mis dans ma wishlist forcément puisque j'avais adoré Les 10 000 portes de January. Enfin, donc je vous dis le résumé. La mâchoire en fer sculpté d'un portail, la langue rouge d'une allée, l'ombre noire de sycomore enchevêtrée. Dans les rêves d'Opale, la mystérieuse Starling House exerce une fascination lancinante. Comme si c'était pour elle que la demeure rayonnait de sa lumière ambrée, frémissante dans la nuit brumeuse. C'est pourtant un domaine interdit dont on ne sait rien et qui tient chaque habitant de la petite ville d'Éden à distance. Mais Opale, sans mère ni vrai foyer, sans avenir ni mémoire, n'est plus à une transgression près, surtout s'il suffit de quelques gouttes de son sang pour que le portail s'ouvre. Surtout s'il suffit d'écouter des histoires pour que des secrets inavouables se déploient, aussi ténébreux que ses cauchemars à elle. Entrez si vous l'osez. Donc ça a l'air vachement bien. On est sur une vibe maison un peu hantée, dont tout le monde se méfie dans la petite ville. Ça a l'air très très cool. C'est bien une lecture, je trouve, Halloween, pour l'automne. Ça a l'air vraiment très bien, un petit peu gothique. Donc Starling House, moi je me le suis noté en wishlist. On passe ensuite chez La Talente. Donc La Talente, moi c'est très simple, hein. En général, tout ce qui est produit chez eux passe dans mes wishlists ou passe directement dans ma palle. Celui-ci n'a pas fait exception, puisqu'il s'agit de la saga de John Scalzi, Le vieil homme et la guerre. Donc ça, je crois que c'était un de ses premiers livres. Bah forcément, j'adore John Scalzi, donc j'ai tout de suite acheté. Au mois de octobre va sortir les 2 tomes. Donc on a le tome 1 qui sort le 3 octobre, je l'ai déjà acheté, il est déjà dans ma palle. Et le tome 2 va sortir le 17 octobre, donc très honnêtement, c'est ça qui est bien. J'aime bien quand ça sort comme ça, rapproché, et qu'on n'a pas à attendre 6 mois ou 1 an, la suite d'un truc, et j'ai trop hâte de le lire. Donc je vais vous faire un petit brief. Là, John Scalzi repart dans de la science-fiction. Ça va être un space opéra. J'ai fait 2 choses le jour de mes 75 ans. Je suis allée sur la tombe de ma femme, puis je me suis engagée. À l'âge requis, John Perry n'est pas le seul à intégrer les forces de défense coloniales. Billet pour les étoiles, mais sans retour. Rien ne le retient plus sur Terre. Combien d'années peut-il espérer vivre ? S'engager, c'est garantir la survie de l'humanité parmi les étoiles, retrouver une seconde jeunesse, et à l'issue du service, obtenir le statut de colon et un lopin de terre sur une planète nouvelle. Mais qu'advient-il réellement de ces recrues ? Donc, ça a l'air super. Ah oui, c'était son premier roman, et il a été finaliste du prix Hugo, et il a obtenu le prix Campbell du meilleur nouvel auteur. Et voilà, et c'est trop bien. Enfin, de toute façon, moi j'adore John Scalzi. Et donc l'édition 2024 chez La Talente, ils ont intégré également une nouvelle. Et c'est trop bien, j'adore son humour. C'est un peu redondant comme humour, c'est-à-dire que son écriture est toujours un peu pareille. Mais chez moi, ça marche toujours aussi bien. Donc, il me tarde de lire ce livre. Et le tome 2 sort également au mois d'octobre. Je vais pas vous dire le résumé du tome 2, comme ça on n'est pas spoilé. Ensuite, je me suis notée toujours chez La Talente pour une sortie le 17 octobre aussi. Un livre d'Ursula K. Le Guin, Voix. Donc ça fait partie des chroniques des rivages de l'Ouest. C'est le tome 2 des chroniques des rivages de l'Ouest. Ça avait l'air vraiment pas mal. Alors, il faudrait déjà que je lise le tome 1 des chroniques des rivages de l'Ouest, on est bien d'accord. Mais voilà, ça a l'air trop bien. Je vous fais le résumé. Moi qui ai vu libérer un souverain trahi et emprisonné, qui ai vu avec vous l'eau jaillir d'une fontaine asséchée depuis 200 ans, qui ai entendu avec vous une voix s'élever du silence, moi votre invité, pendant que nous attendons ensemble que l'héros nous montre de quel côté devra pencher la balance, s'il nous faudra détruire ou reconstruire, sombrer dans la guerre ou cheminer en paix. Pendant que nous attendons, puis-je vous offrir, en remerciement de votre hospitalité et de la grâce des dieux d'Ansoul, un récit, un conte de guerre et de paix, d'esclavage et de liberté. Donc en gros, c'est une ville qui s'appelle Ansoul-la-Pacifique, qui est au bord de l'océan, et qui a été durant des siècles un phare pour les artistes et les savants du monde entier. Mais il y a eu une invasion récente et les livres ils sont interdits. Et du coup, les habitants de cette ville pacifique sont réduits en esclavage.
Donc on va suivre Neymar, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais Neymar qui vit dans l'ancienne maison des oracles. Et le temple de Galvamande va devenir bien plus qu'un lieu de prière pour elle, c'est donc une fille. Dans la pièce secrète où sa mère l'a cachée, pleine des derniers livres préservés de la destruction, elle se sent chez elle. L'arrivée d'Orek et Gris, héros 20 ans plus tôt des événements de Dons, permettra à Neymar de sortir au grand jour et par là même de tracer une nouvelle destinée pour le peuple d'Unsoul. J'imagine que c'est quand même mieux de lire le tome 1 des Chroniques des Rivages de l'Ouest parce que du coup, j'ai l'impression que c'est des personnages qui ont déjà été abordés avant. Donc, si vous avez déjà lu le tome 1, ce tome numéro 2 sort le 17 octobre, donc ça peut être pas mal. Je pense que du coup, moi, il faudra que je me prenne le tome 1. Mais en tout cas, celui-ci, je me le suis noté dans ma wishlist parce qu'il a l'air quand même vraiment excellent. Ouais, wishlist, donc ça, c'est bien. Ensuite, on a toujours chez La Talente, je crois. Ouais, j'ai noté parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ont lu le tome 1. J'ai noté le tome 2, Nous sommes la crise de Caldwell Turnbull, de sa série Convergence. Donc le tome 1, c'était Ni Dieu ni monstre, paru aussi chez La Talente. Pour ceux qui ont lu Ni Dieu ni monstre, sachez que voilà, Nous sommes la crise sort le 10 octobre. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse. On passe ensuite chez Folio, donc là c'est chez Folio SF, et c'est un livre de Stéphane, alors attendez, il faut que j'arrive à le dire correctement, Stéphane Przybylski, Przybylski, je suis désolée, j'ai dû trop mal le dire. C'est une uchronie, donc du coup ça a l'air bien cool, un peu steampunk, j'ai l'impression, enfin en tout cas quand on voit la couverture, ça a l'air d'être un peu steampunk, même carrément steampunk. Donc Burning Sky, et si les États-Unis n'avaient jamais existé, 1863, soutenu par Napoléon III, Maximilien d'Autriche se voit proposer la couronne d'empereur du Mexique. En Amérique du Nord, la guerre entre l'Union et les Confédérés sur le point de prendre un tournant décisif. Ferenc von Richter, envoyé par le roi de Prusse pour le tenir informé de l'évolution du conflit, fait la connaissance du comte Ferdinand von Zeppelin, qui vient d'effectuer son premier vol en ballon à Saint Paul, Minnesota. Ensemble, ils se prennent à rêver d'un monde où les plus légers que l'air mettraient fin à toutes les guerres. Mais Ferenc va croiser la route de Morlot, un Français ayant appartenu aux chasseurs d'Afrique, et celle de Mapiaile, un natif américain qui lui ouvrira les portes d'un autre monde plus spirituel. 3 aventuriers pourraient faire de cette année 1863 celle où le cours de l'histoire a changé à tout jamais. Donc c'est un roman d'aventure uchronique, ça a l'air assez cool, ça va parler de la domination impérialiste des États-Unis. Je pense qu'il y aura aussi des sujets, s'il y a un natif américain, je pense qu'il y aura des sujets concernant cet aspect-là de l'histoire américaine. Donc ça a l'air très très cool. Donc toujours chez Folio, mais cette fois-ci dans leur collection Folio Fantasy, il y a le tome 1 du Bâtard de Kosigan qui va paraître le 3 octobre, écrit par Fabien Cerutti, et il me tentait pas mal. Alors c'est vraiment de la pure fantasy. On est au XIVe siècle et on va suivre le chevalier assassin Pierre Cordwain de Kosigan, qui dirige une compagnie de mercenaires d'élite qui sont parmi les plus réputés d'Occident. Et il est surnommé le Bâtard. C'est un exilé d'une puissante lignée bourguignonne et en fait il est pourchassé par les siens. Donc il va mettre en fait ses hommes, ses capacités surnaturelles et son art de la manipulation au service des plus grands seigneurs d'Angleterre, de France et d'Italie. Et au mois de novembre 1339, sa présence en Champagne, dernier fief des princesses elfiques d'Aelenwill, ne doit certainement rien au hasard, de joutes verbales en tournoi, de combats sans merci en diplomatie nocturne, de la boue des bas-fonds aux alcôves des palais, chacun de ces actes semble servir un but précis. Bien malin qui pourra déterminer lequel. Ça a l'air très très cool. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme c'est de la fantaisie historique, donc du coup ça a l'air très très cool, un peu roman d'aventure, il y a de la diplomatie, il y a des complots, il y a voilà, tout un truc d'intrigue, de palais, et en même temps on va découvrir aussi les bas-fonds, donc ça a l'air vraiment très très cool. Je sais plus en combien de tomes ça va être, mais celui-ci me tentait bien, et ça fait longtemps que j'ai pas lu de la fantaisie historique comme ça. Un petit peu comme ce que fait Jean-Philippe Jaworski, et du coup ça me dit bien de tenter. En plus il y a quand même un côté, il y a les elfes aussi, donc ça me dit bien parce qu'il y aura tout cet aspect un petit peu magie, un petit peu high fantasy aussi peut-être. Donc voilà, celui-ci je me le suis noté, si je me rappelle bien. Non, je l'ai mis en hésitation. Pourquoi je l'ai mis en hésitation ? Je vais le changer, je vais le passer en wishlist.
ce qui est pas génial pour la taille de ma wishlist, mais enfin bon. Donc voilà, donc, du coup le Bâtard de Kosigan, tome 1, il sort en folio fantasy et 3 octobre, donc ça c'est pas mal. Le dernier livre que je me suis mis de côté chez Folio, et là on est dans la collection Folio, voilà, Folio normal, c'est le tome 1 de l'impératrice de Pierre, écrit par Christina Sabaglio-Scaite, Désolée, c'est difficile à dire. C'est un livre qui va sortir le 10 octobre, donc déjà sorti, parce que là actuellement on est le 22 octobre et je pense que vous verrez cette vidéo dimanche. Donc voilà, tout est déjà sorti globalement, puisqu'on est fin octobre quand vous verrez cette vidéo. Je suis à la ramasse totale. Donc, l'impératrice de Pierre, tome 1. Ça a l'air pas mal. On est en 1727. Allongée sur son lit de mort, la première impératrice de Russie se remémore la jeune fille qu'elle était et que rien ne prédestinait à prendre la tête d'un empire. Orpheline issue d'une famille lituanienne appauvrie, recueillie par une tante qui la vend comme servante, elle est mariée de force et faite prisonnière par l'armée russe lors de la Grande Guerre du Nord. Devenue l'amante secrète du meilleur ami du tsar, Alexandre Menchikov, elle accède à la cour de Pierre le Grand qui fait d'elle sa maîtresse puis son épouse. S'installe alors le triangle amoureux plein de tensions et de doutes qui la mènera au trône. Saga historique en 2 parties, l'impératrice de Pierre retrace la vie hors du commun et méconnue de Catherine Hir, qualifiée par Voltaire de Cendrillon du XVIIIe siècle. Et à travers elle, on va suivre le destin tumultueux de la Russie et de Pierre le Grand. Donc ça a l'air très cool, c'est en 2 tomes. Le premier tome est sorti le 10 octobre. Et ça me tente bien de revenir un petit peu à des trucs historiques. J'ai fait une licence d'histoire avant de faire mes études d'archi. Et du coup, j'aime bien revenir de temps en temps à mes premiers amours. On passe ensuite à l'éditeur des Forges de Vulcain. Donc je n'ai noté qu'un seul livre pour le mois d'octobre. C'est Une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjian qui va sortir, qui est déjà sorti je pense, 4 octobre, ouais, déjà sorti, déjà lu peut-être pour certains d'entre vous. Et il va créer un nouvel univers après son travail qui avait l'air super sur les capitales du Sud. Et le résumé est très simple, on va suivre un jeune étudiant en obstétrique et en fait il fait des figurines de cire, il a vachement de talent. Donc on va le suivre pendant ses études dans une ville qui a été fondée par un astrologue et étudiants et habitants font vivre cette ville sous le patronage des grotesques. C'est des statues de pierre qui représentent des créatures des folklores européens. Et les mannequins anatomiques que Johann fait attirent un jour l'attention de Catherine von Grunwald, qui est la femme du margrave. Donc le margrave, j'imagine que c'est le big boss, le président, enfin le roi, l'empereur, allez savoir. Celle-ci le fait convoquer afin de lui montrer l'enfant dont elle a accouché quelques mois auparavant dans le plus grand secret. Corne, queue, sabot de bouc, l'enfant est un faune. Donc ça a l'air super chouette, puisqu'on va suivre donc Johann, qui va se retrouver amené à chercher à démêler ce mystère avec également une mercenaire et l'héritière de Mirabile. Donc Mirabile, c'était le savant astrologue qui a fondé la ville. Et ça a l'air trop bien puisque j'ai la sensation que l'art et la science dans cette ville prennent vie vraiment de façon tangible. Ça a l'air très très bien, l'univers a l'air assez envoûtant. Donc je pense que ça c'est un livre que je m'achèterais, surtout que il est assez encensé par la critique sur ce qu'il avait écrit dans Capitale du Sud. Donc ça me tente bien, celui-ci je l'ai mis en wishlist direct, il est là, ouais, wishlist. On change de maison d'édition et on va chez Nemos. Donc là, je me suis noté 2 livres. Donc un premier livre qui est sorti le 9 octobre et qui s'appelle Nadia, écrit par Pat Murphy et qui va nous raconter l'histoire d'une femme. Donc on est dans l'Amérique du Far West, ce qui est assez original. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de cette époque-là, donc je trouve ça cool. Et on va suivre Nadia, qui est une jeune femme née de parents loups. Tous 3 vivent harmonieusement dans le Missouri, à côté de la forêt. Et en fait, ils se transforment en animaux chaque nuit, de pleine lune. Mais tout bascule après une nuit sanglante. Traquée par des hommes prédateurs, Nadia parvient à s'enfuir in extremis. Elle entreprend alors un long périple en chariot à travers les États-Unis à la recherche d'un hypothétique havre de paix en mesure d'accueillir sa différence. Donc c'est trop bien. J'ai déjà des images, vous voyez ces espèces de chariots comme ça là qui étaient bâchés en arche.
franchement ça a l'air trop bien et c'est très étonnant d'avoir un truc qui se passe dans le Far West. On n'a pas souvent des livres de fantasy qui se passent à cette époque-là. Donc Pat Murphy, je pense qu'elle écrit très bien. Elle a été quand même lauréate du prix Nebula en 1988 pour La Cité des Ombres. Et du coup, cette histoire, qui est un roman féministe, va être pas mal, je pense, parce que ça va mélanger aventure, découverte, peut-être un petit peu ce côté voyage initiatique, puisque voilà, elle va quitter son petit cocon familial où elle était super bien et elle va devoir grandir, changer et évoluer. Donc ça me tente énormément. Donc Nadia est le premier livre que je me suis noté chez Nemos et le deuxième c'est Les filles de Witch Hazel House. Donc c'est écrit par Cécile Guillot et Nora Lake et ça c'est sorti le 9 octobre. Et Les filles de Witch Hazel House a l'air trop bien. Je sais que plusieurs personnes dans la sphère booktube ont déjà fait des reviews dessus et ça a l'air vraiment très bien. Donc je vous fais le brief. On va suivre Lark qui vient d'être admise à Witch Hazel House dans un programme spécial qui accueille un petit groupe d'élèves pour étudier la littérature. Elle souffre de TOC et du coup elle espère prendre un nouveau départ. Et dans ce manoir aux amamélis, aux fleurs automnales et aux nombreux chats, elle débute une vie paisible où de nouvelles amitiés se forgent au fil des soirées à lire au coin du feu, avec une bonne tasse de thé et des virées shopping à Stormy Hill. Jusqu'au jour où son amie Violette décide de faire une séance de spiritisme afin d'entrer en contact avec la présence bienveillante qu'elle pense sentir dans la bâtisse. Mais des phénomènes étranges commencent alors à se produire, de plus en plus violents, puisant dans les peurs les plus profondes pour les torturer. Comprenant qu'elles ont réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi, elles enquêtent pour savoir ce qui les hante. Hélas, les maisons ont à passer, il n'est pas toujours bon de s'y confronter. Donc ça a l'air parfait pour Halloween, l'automne, on est bien dans le thème, ça a l'air très très cool. La couverture a l'air assez canon. Voilà, il fait partie de ma wishlist, si je ne m'abuse, tout à fait. On passe maintenant chez Gulfstream. Je me suis noté 2 livres. Donc un début de saga qui s'appelle Le Royaume des Géants. Le tome 1 s'appelle Le Secret des Nuages et ça a l'air très très chouette. C'est sorti le 3 octobre. C'est une fantaisie urbaine en fait où on va avoir un mélange entre technologie et dragons de légende. Donc ça a l'air extrêmement cool. Et on va suivre une enfant, Saf, qui s'émerveille des légendes des dragons que lui racontait son arrière-grand-mère qui est originaire de l'Empire du Jade brisé. Et aujourd'hui la jeune fille elle a grandi et ses histoires ont toujours nourri son rêve qui est de voler par-delà les nuages. Pour y parvenir, Saf doit retrouver l'ingénieur qui a créé sa PAMI, Overboard animé par une énergie aussi fascinante que vitale, l'influe. Intégré dès son arrivée à la capitale Tours dans un groupe de livreurs, dont l'énigmatime Naxim, Saf s'aperçoit vite que cette ville, cernée par la montée des eaux, cache d'insondables mystères. Comme la sensation tenace, tel un appel au secours qu'elle ressent à proximité de la guilde des marchands. Alors que des nuages menaçants se rapprochent de la ville, Saf est entraînée dans une quête inattendue qui va bouleverser ses certitudes, et si ces signes annonçaient le terrible châtiment du royaume des géants. Ça a l'air pas mal. Ça fait longtemps que j'ai pas lu une fantaisie urbaine, et celle-ci a l'air assez sympa parce que il y a vraiment ce côté haute technologie, donc vraiment futuriste, mais aussi ce côté fantaisie à l'ancienne avec des dragons et tout, et je suis assez curieuse de voir ce que ça pourrait donner, donc franchement why not, ça a l'air pas mal. Est-ce que je me le suis mis en wishlist ou en... Ah, j'ai même pas dit le nom de l'autrice, c'est écrit par Dana Chalice. Et je l'ai mis en wishlist. Voilà. On a également la sortie d'un premier tome d'une nouvelle saga. Alors celle-ci, je l'ai mise en hésitation parce que j'ai peur que ça soit un peu trop jeunesse pour moi. Je sais pas. C'est écrit par Thierry Leclerc. Ça s'appelle Les légendes des terres de Cannes. Et le tome 1 s'appelle La quête du cerisier blanc. Donc c'est une duologie, c'est une histoire de conflit politique dans un univers aux inspirations asiatiques et plus particulièrement japonaises. Donc on va suivre des jumeaux, je crois. Un mal obscur affectant les récoltes des terres de Cannes déclenche famine et colère du peuple. Seul le royaume du jeune et impitoyable souverain Tanaka semble être épargné par cette calamité. Un unique espoir pour contrer ce terrible fléau, le légendaire cerisier blanc. Aux mains d'une destinée qui la dépasse, Narumi, jeune guerrière à la recherche de son jumeau disparu, est projetée dans cette quête épique. Accompagnée de Kotomo, son chat au pouvoir mystique, elle combattra complot, magie et terribles créatures alors qu'un ennemi encore dans l'ombre menace de réveiller les légendes des terres de Cannes. J'ai juste un tout petit peu peur que ça soit trop jeunesse pour moi. J'avais une petite hésitation, mais je pense que si vous avez alors soit si vous êtes méga fan du jeunesse, je pense que ça peut être assez cool, ou alors si vous avez carrément des ados, je pense que ça peut être très bien. C'est 13 ans et plus.
Alors ensuite chez Pocket, je me suis mis de côté les 2 tomes d'une saga qui a l'air pas mal et assez originale. C'est la saga de Ségou. Tome 1 s'appelle Les Murailles de Terre et c'est une saga qui va explorer la grandeur et la richesse d'un peuple de l'Afrique précoloniale. Donc je trouve ça assez cool parce que du coup c'est assez original. C'est écrit par Maryse Condé et c'est sorti le 17 octobre. On est entre Tombouctou et Bamako. On va suivre l'histoire d'un royaume, le royaume de Ségou, et un peuple, le peuple des Bambaras, qu'on dit invincible, ou presque. En ce XVIIIe siècle, les murailles ancestrales s'apprêtent à s'écrouler. Sous les coups conjoints de l'islam et des colons esclavagistes, soudain tout se met à changer. À commencer par le noble clan de Toussika Traoré, dont les 4 fils subiront, chacun à sa manière, les caprices du destin africain. Ça a l'air très très bien. Maryse Condé, elle est née en Guadeloupe et elle a vécu en Afrique, notamment au Mali. C'est de son vécu au Mali qu'elle a tiré justement cette saga de Ségou. Ça me tente bien. Il y a le tome 1 donc, qui sort le 17 et le tome 2 qui sort également le 17. Donc en fait, il y a moyen d'acheter les 2 d'un coup. J'ai ensuite repéré un livre aux éditions La Volte qui me tentait pas mal. Alors, c'est plusieurs fictions, c'est un collectif en fait, c'est un recueil de nouvelles. Donc c'est leur collection thématique Quartier libre, demain la ville. Donc là, c'est sur le thème de la ville. Et avant, ils avaient fait un thème sur le travail et sur la santé. Donc du coup là, on est sur la ville, ce qui m'intéresse vachement parce que comme j'étais architecte, et tout ce qui traitait d'urbanisme, de ville, ça m'intéressait forcément énormément. Donc on va avoir plusieurs textes. La parution c'est 3 octobre. Je l'ai pas encore trop vu en librairie celui-ci. Peut-être qu'il faudra que je le commande. Donc on va avoir plusieurs textes. Surveillance par IA de cités privatisées, méga projet d'infrastructure, îlot de chaleur dans les ghettos, rien n'est encore tracé. Loin des préfabriqués et du béton armé, la ville de demain foisonne déjà, croule et repousse tout à la fois. Après les anthologies sur le travail et la santé, c'est à nos cités que la Volte s'est intéressée dans ce nouveau recueil, né d'un appel à texte. La fiction pour déjouer les prédictions du capitalisme urbain et nous permettre d'arpenter 14 villes encore inexplorées. Ça a l'air vraiment cool. Et du coup, d'un texte à l'autre, on va parler des incendies, de la surpopulation, des mineurs de crypto-monnaies, des acides, des SDF, je pense, les cachettes rafistolées au scotch dans le creux des artères brutalistes. Ça a l'air vraiment très cool. Plusieurs auteurs, autrices, 14 fictions. Donc c'est une projection d'avenir possible au sein des villes. Donc ça a l'air très cool. Par exemple, pour vous dire, il va y avoir du Chloé Chevalier, Saul Pandelakis, Alain Damasio, Michael Roche, Licam, Jean-Philippe Houry, il y en a vraiment beaucoup et ça a l'air super chouette. Donc ça, je pense que je vais me le prendre. Et on va ensuite partir chez l'Alchimiste Édition qui sort un livre qui me tente bien. C'est un livre qui est sorti le 15 octobre, écrit par Ange Beuc et qui s'appelle Swipe Dead. Alors ça m'a intriguée parce que le résumé était quand même un peu intriguant, les gars. Écoutez ça, avec Grégory, Saria est convaincue d'avoir trouvé la perle rare. Toute une nuit passée à discuter avec lui sur le web, à rêver, à sourire. Jusqu'à découvrir au petit matin qu'il s'est en réalité donné la mort 3 semaines plus tôt. Par quel miracle a-t-elle bien pu lui parler? Elle comprend que Grégory a subsisté sur l'application de rencontre grâce à un bot conversationnel programmé d'après sa personnalité. Logiquement, le suicide de son modèle aurait dû entraîner sa désactivation. Mais leur relation est-elle réellement sans espoir? Saria ne résiste pas à la tentation de poursuivre ses échanges avec le disparu. Hantée par sa mort, mais éprise de ses mots, jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour vivre cette singulière histoire d'amour? Voilà. Donc du coup, ça a l'air assez original. Celle-ci, why not? En tout cas, elle m'intrigue. Donc je me la suis notée. Je sais plus si je l'ai mis en hésitation. Attendez, je vais vous dire. Tac, 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 Swipe Dead. Non, je l'ai mis en wishlist. Donc elle m'a vraiment intriguée. Voilà. Ensuite, aux éditions de l'Olivier, j'ai trouvé... Alors déjà, j'adore les éditions de l'Olivier. Ils font quand même souvent des trucs super bien. J'ai trouvé un livre assez étrange. Qui s'appelle Le Futur Futur d'Adam Thirlwell, qui est sorti le 11 octobre et qui va en fait être un livre qui se passe dans un espace-temps un petit peu chelou. On y parle de Révolution française, les personnages s'appellent Beaumarchais, Marie-Antoinette, Napoléon ou Washington, mais on peut voyager facilement sur la Lune et même vivre une belle histoire d'amour avec un extraterrestre. Céline, l'héroïne de ce roman atypique, devient malgré elle l'objet d'une rumeur qui se répand au point d'empoisonner sa vie. Des pamphlets érotiques la décrivent comme une débauchée sans limite. Pour se défendre, elle décide d'organiser avec ses amis des soirées afin de contribuer à créer une scène littéraire et artistique en vue de gagner du pouvoir et de contrer ainsi celui des hommes qui la calomnient et l'oppressent.
Maniant les anachronismes, les dialogues exquis et les situations fantaisistes, Adam Thirlwell mélange la satire du XVIIIe, le conte philosophique, le roman d'amour et la science-fiction pour composer un texte ultramoderne, féministe, qui interroge avec une grande acuité nos sociétés contemporaines. J'aime bien l'idée de mélanger de la science-fiction à de la littérature du XVIIIe. Et des personnages historiques, donc ça a l'air très cool. Du coup, forcément, je me le suis noté. Il a l'air très chouette. Et celui-ci, je pense que je le prendrai parce que j'aime bien les éditions de l'Olivier et du coup, j'ai toujours plaisir à acheter leurs bouquins. Maintenant, chez Gallimard Jeunesse, j'ai noté la sortie de la suite de la saga Paradict. Donc là, on est sur Paradict 2073, écrite par Pauline Pucciano et c'est sorti le 10 octobre. Donc c'est la suite de Paradict. C'est un thriller dystopique qui va opposer humain et algorithme. Donc on est en 2073, là, dans cette suite, sur une Terre ravagée par le dérèglement climatique. Léviathan, un logiciel d'intelligence artificielle surpuissant, conduit la politique de la World Administration. À sa tête, l'ambitieuse Elze Costa. Ses deux frères, Abel et Alvar, tentent par tous les moyens de l'empêcher d'instaurer une dictature totale. Peu à peu, la résistance s'organise dans le monde virtuel du Paradict, mais Léviathan a programmé la destruction de cet ultime espace de liberté individuelle. Si c'est bien écrit, je trouve que ça passe toujours bien, ce thème un petit peu récurrent de conflit IA-humain. Si c'est bien écrit, c'est toujours très bien. J'ai une pote, du coup, qui travaille chez Gallimard Jeunesse, qui m'avait filé le tome 1 de Paradict. Il est dans ma palle, je l'ai pas encore lu. Donc, mais ça se lit vite, en général, c'est écrit gros. Donc, il faudrait d'abord que je lise le 1 et que j'enchaîne ensuite avec le 2073. Mais pour ceux d'entre vous qui ont lu le 1, sachez que voilà, il y a Paradict 2073 qui sort le 10 octobre. J'ai aussi repéré un livre qui a l'air très cool, qui reprend un petit peu cet esprit du Far West qu'on avait eu chez Nemos avec Nadia. C'est un livre paru aux éditions Gallmeister, Le dernier combat de Greg Johnson, et qui est sorti le 3 octobre. Déjà, j'adore la couverture, elle est très cool, j'aime beaucoup l'illustration. Et alors, c'est assez intéressant. Le dernier combat de Custer est une des images les plus ancrées dans la rétine des Américains. Utilisé pendant des décennies pour la promotion de la bière Budweiser, c'est le tableau le plus copié de l'histoire des États-Unis. Ça, je ne savais pas. Chaque saloon, chaque barbier, chaque diner en possédait une reproduction. Quant à l'original, il aurait disparu en 1946 lors de l'incendie de la caserne du 7e de cavalerie. Lorsque Charlie Lee Stillwater succombe à une crise cardiaque, on découvre dans sa chambre une mystérieuse petite peinture et une boîte à chaussures contenant $1 million. Le shérif Walt Longmire se lance sur la piste d'un dangereux trafiquant d'armes, mais l'affaire est plus complexe qu'il n'y paraît, car au-dessus plane l'ombre du précieux tableau. Pourrait-il n'avoir jamais brûlé? Et du coup, ça a l'air trop bien. C'est une nouvelle enquête du célèbre shérif au cœur des mythes qui irrigue l'histoire du peuple américain. Donc j'imagine qu'il y a déjà dû avoir, avec ce personnage de shérif, il y a déjà dû avoir des livres. Oui, en fait il y en a beaucoup, regardez, il y en a plein. Il en a écrit plein, Craig Johnson, donc il faudra que je me penche sur la question. Mais celui-ci a l'air très très cool, et du coup il est sorti le 3 octobre, donc je me le suis mis en wishlist. On passe maintenant chez Brajlon. Alors Brajlon, je me suis noté 3 livres. Le premier livre s'appelle Le Grand Camp, écrit par Alan Moore. On est sur un livre qui fait partie de la saga Long London. Alors je ne sais pas ce que c'est exactement cette saga parce que j'ai pas lu, mais là cet opus me tentait vachement. On est sur une histoire assez cool. On est à Londres en 1949. Jeune homme désargenté, Dennis Knucklyard vit et travaille dans une librairie d'occasion. Bien qu'aspirant écrivain, il mène une existence passablement ordinaire, jusqu'au jour où sa patronne l'envoie chercher des livres rares chez un étrange bibliophile paranoïaque. Denise comprend que l'un d'eux, une promenade dans Londres, par le révérend Thomas Hempel, n'existe pas. Il s'agit d'un texte imaginaire, figurant dans un roman, réel celui-ci, écrit par un autre auteur. Et Dennis découvre alors qu'ils proviennent d'un autre Londres, le Grand Camp, une version de la ville située au-delà du temps, où tous les aspects de son histoire, depuis ses origines jusqu'à sa disparition, se manifestent. Là, les époques se mélangent, les réalités et les irréalités se fondent, et des notions telles que le crime et la poésie s'incarnent en des êtres terrifiants et merveilleux.
Et si Dennis ne rapporte pas le livre dans cet autre Londres, c'est la mort qui l'attend. Et du coup, il va faire tout un périple dans l'autre Londres afin de restituer le livre irréel. Et il va rencontrer tout un tas de personnages, vivre tout un tas d'aventures, donc ça a l'air très très cool. On continue toujours chez Brajlon. C'est une nouvelle saga de Raymond E. Feist, La légende des Firemain. Le tome 1, c'est Le Roi des Cendres, et ça a l'air vraiment pas mal. Garn abritait 5 grands royaumes jusqu'à ce que le roi d'Ythras et toute sa famille soient exécutés par l'ambitieux souverain de Sandura. Ythras était gouverné par les légendaires Firemen à la crinière de feu, craints par les autres monarques. Désormais, il ne reste plus que 4 grands royaumes au seuil de la guerre. Mais on raconte que le fils du dernier roi d'Ythras a survécu et qu'il est aux mains d'une société secrète nommée Kelina Kosti, qui s'illustre dans l'infiltration des puissants. Inquiet, les 4 rois offrent une énorme récompense en échange de sa tête. Dans un petit village pacifique, Declan, apprenti forgeron, découvre les secrets de la fabrication du mythique acier royal jusqu'à ce que la guerre vienne à lui. Declan doit alors fuir et offrir ses précieuses connaissances au souverain de Markansas, qui est peut-être le seul à pouvoir vaincre Sandura. Pendant ce temps, dans le domaine secret des Kelina Kosti, 3 amis apprennent l'art de l'espionnage et de la mort, Dante, Ava et Atou à la chevelure d'un roux éclatant. Donc ça a l'air très cool. Chez Zulma, j'ai noté la sortie d'un livre qui m'a paru être une espèce de truc, mais tellement chelou. C'est le tome 3 de la saga du 3 accords. Alors, j'ai pas lu, et du coup, je pense qu'il faudra surtout que je m'achète le tome 1 et le tome 2. Mais je voulais vous mentionner ce tome 3 si d'aventure quelques-uns d'entre vous l'ont déjà lu. Mais c'est surtout que ça a l'air trop incroyable et ça m'a hypé pour aller chercher le tome 1. Donc celui-ci, donc c'est un livre de Miguel de Palol qui s'appelle Les ailes égyptiennes et c'est le tome 3 de sa saga Le 3 accords. Paraît le 24 octobre et le résumé est assez étonnant. Il reste 2 mois à Jomeka. Je sais pas comment on le dit en espagnol, j'ai fait allemand les gars, je ne sais pas. Jomé, Camus. Bon, on va dire à Camus. Il reste 2 mois à Camus pour restituer son travail sur le jeu de la fragmentation. Mais a-t-il vraiment quelque chose de neuf à apporter alors qu'autour de lui manœuvrent les descendants directs des initiateurs du jeu, sans compter la nébuleuse des ramifications générées par les affinités sexuelles et les complicités de cœur. La mécanique du jeu se révèle d'une ampleur fantasmagorique, sa transmission infinie et dangereuse. Jaume et Francesca découvrent qu'un siècle et demi plus tôt, les joueurs recouraient à un idiot dieu pour ouvrir les portes sur d'autres mondes. Ils se donnent pour mission de mettre à l'abri celui qui l'incarnerait aujourd'hui. Les ailes égyptiennes est le 3e volet de l'impressionnant édifice littéraire virtuose et hors norme, le 3 accords. Je sais pas ce que c'est ce truc, mais ça a l'air très excellent dans le côté chelou du truc. Donc ce tome 3 me donne très envie de me pencher sur le tome 1. Voilà, donc c'est pour ça que je me l'étais noté. Si vous avez déjà lu les 2 premiers tomes de cette espèce de truc chelou, le 3 accords, et ben voilà, sachez qu'il y a le tome 3 qui sort chez Zulma le 24 octobre. On change complètement d'ambiance. Chez l'école des loisirs, je me suis noté le dernier Claire Duvivier, Entrée dans le monde. Donc c'est à l'école des loisirs, c'est sorti le 2 octobre et ça a l'air trop bien. C'est un peu plus jeunesse, mais c'est de la science-fiction et c'est pour des enfants de 11 à 13 ans. Ça a l'air très très bien. On va suivre Xabi, qui n'a jamais rien connu d'autre que les espaces clos et rassurants du domaine souterrain du Danube, comme les 25 autres adolescents avec qui il partage son quotidien. Ici, les journées sont parfaitement organisées. Le matin, leçon à l'académie avec l'hologrammatiste. L'après-midi, session d'activité physique et loisirs avant qu'ils rejoignent leur quartier et leurs animaux domestiques pour la soirée. Parfois, tuteur médecin, tutrice technique, tuteur fermier et tutrice vétérinaire les accompagnent dans la forêt qui se trouve à la surface. Bientôt, ils devront quitter ce petit paradis pour entrer dans le monde. Mais qu'y a-t-il vraiment par-delà les frontières du domaine ? Lorsque des inconnus venus d'ailleurs leur rendent visite, Xabi est loin de se douter que pour les 26 du Danube, plus rien ne sera jamais comme avant. Ça a l'air très bien, ça se lit hyper vite parce que je l'ai vu chez ma libraire, j'ai hésité à me le prendre. C'est pour des enfants de 11 à 13 ans, donc forcément c'est très aéré, c'est écrit gros. À mon avis, c'est le genre de truc, ça se lit en 24 heures, enfin en une journée quoi. Je pense que j'essaierai de me le trouver sur Vinted parce que du coup, pour un livre que moi je vais mettre peut-être 4 ou 5 heures à lire, ça m'embête un peu de payer aussi cher. Mais pour des enfants, si vous avez des enfants entre 11 et 13 ou 14 ans ou 10 ans, je pense que c'est vachement bien. Je m'étais noté également le tome 4 d'une saga que je vois passer depuis pas mal de temps et que j'ai jamais acheté pour l'instant mais que je pense pas tarder à craquer.
C'est Les Mémoires de la forêt, le tome 4, La saison des adieux de Michael Brun-Arnaud, donc toujours chez l'École des loisirs. Et c'est vrai que ça a l'air quand même super sympa comme saga. Donc là, c'est le tome 4, donc je vais pas trop vous dire le résumé, mais c'est vrai que toute cette saga des Mémoires de la forêt me tente de plus en plus. Plus le temps passe, plus je les vois passer. Il faudrait vraiment que je me les prenne. Donc ça a l'air vraiment chouette. C'est pour des enfants à la base de 8 à 11 ans et ça a l'air vraiment ultra cocon. Le tome 4 est sorti le 16 octobre. Alors, on passe maintenant chez Scrinéo pour un livre qui m'a un petit peu intriguée. Excalibur, La fabrique des rois de Gabriel Katz. On est sur un livre, donc on est sur une réécriture du mythe arthurien. La Bretagne, envahie par des hordes barbares, sombre dans le chaos des guerres fratricides. Dans ces âges noirs où aucun seigneur ne parvient à s'imposer, 2 hommes vont échafauder la plus grande supercherie de tous les temps. Ils vont fabriquer un roi. Leur choix se porte sur Kay, un jeune noble aussi inconnu que prometteur. Il fondera ses pouvoirs sur une épée prétendument divine qu'il sera seul à pouvoir tirer d'un rocher. Pour lui donner un trône, les 2 hommes recruteront les meilleurs chevaliers du pays et ne reculeront devant rien ni personne. Une machination parfaitement huilée qui se déroule à merveille jusqu'à l'entrée en scène d'Arthur, le frère adoptif de Kay. Les 2 hommes à l'origine de ce plan machiavélique, on les connaît aujourd'hui sous le nom de Lancelot et Merlin, et leur histoire est devenue un mythe. Ça a l'air très cool, cette façon de revisiter l'épopée de la table ronde, je trouve ça assez original. Pas hyper fan de la couverture. En fait, je trouve qu'on en a vu tellement des couvertures comme celle-ci, que j'en ai un peu marre, mais bon, après c'est personnel, mais l'histoire en elle-même me tentait bien. Donc voilà, ça je me l'étais noté et je pense que je le prendrai. On termine enfin ces sorties du mois d'octobre, donc c'est 26 sorties du mois d'octobre par La boutique des choses inavouables de Céline Chevet, publié aux éditions du Chat Noir, un livre qui va se passer à Tokyo. Donc, située dans un recoin secret de Tokyo, la boutique de Monsieur Kishino offre toutes sortes d'objets et de services aux dieux, démons et humains qui en franchissent le seuil. Lui et ses 2 étranges employés s'efforcent de satisfaire au mieux les demandes de leurs clients, qu'il s'agisse de l'achat d'une passoire enchantée au petit meurtre de la voisine. Cependant, rien n'est gratuit, le tenancier fixe la valeur des biens selon son bon vouloir, et derrière chaque troc se cachent de sombres dessins. Un jeu de tromperie et de mensonges commence alors face au véritable maître des lieux. Je trouve que c'est assez original. La couverture est assez sympa également. Peut-être un peu trop colorée à mon goût, mais bon, après tout va bien ensemble. Et en fait, c'est la typographie, je crois, que j'aime pas trop. Mais bref, c'est personnel. On est un peu dans un univers magique. Mais vous savez, où on voit un petit peu le quotidien, voilà, il y a un commerce magique, on va voir comment ça se passe. Et puis derrière, il y aura un enjeu un peu plus grand, je pense, avec un big boss ou un truc du genre, et ça a l'air très cool. Donc voilà pour le dernier livre de cette sélection des sorties d'octobre. Donc ça en fait quand même 26. J'ai tout rentré dans mon Google Sheet dans lequel je suis un petit peu tous mes trucs de lecture. Donc 26 livres, j'en ai acheté que 1 et j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5 en hésitation. Les autres sont passés dans ma wishlist, mais on va pas se mentir, je vais pas tous les acheter parce que si je fais ça chaque mois, c'est pas possible en fait. Donc ils sont dans une wishlist qui est vouée à grossir et c'est pas grave en fait, ça fait partie des trucs. Et puis je pense qu'en fait toutes les quelques années je vais regarder ma wishlist et je vais en virer une partie. D'ailleurs, faut que je le fasse et peut-être que ça pourrait être l'occasion d'une vidéo. Dites-moi si ça vous plairait, une vidéo où je trie un peu ma wishlist parce que vraiment il y a besoin. En tout cas, des belles sorties. Je vous dis à bientôt. Bonne journée, bonne soirée, bon week-end, bonne semaine et on se voit bientôt.